Le point des idées, deuxième partie de votre nouveau rendez-vous du dimanche sur LCI avec Étienne Jarnel, le directeur du Point. Rebonjour Étienne. Rebonjour. La condamnation cette semaine par le tribunal correctionnel de Paris de Nicolas Sarkozy en première instance à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence, a été un coup de tonnerre. Une partie de la droite et des soutiens de l'ancien président ont notamment dénoncé une justice politique et plus largement, on a entendu beaucoup de critiques, beaucoup d'interrogations en tout cas, sur les méthodes du PNF, le fameux parquet national financier. Oui, alors on va pas vraiment parler de Sarkozy ici, on va parler de vous, de nous, de la justice, de notre bien commun, de notre état de droit. Et on va partir effectivement de ce qui s'est passé dans le cas Sarkozy, mais ce qui nous concerne absolument tous. Et alors avec nous pour en parler, à ma droite, Maître Henri Leclerc, avocat pénaliste légendaire, je crois qu'on peut le dire, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. À ma gauche, Katia Dubreuil, vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Et à ma gauche également, Marc Le Plongeon, qui est un jeune et néanmoins brillant journaliste du Point, spécialiste de la justice, et c'est lui qui a sorti notamment l'affaire des fadettes dans le cadre de l'affaire Sarkozy et les dernières révélations également sur quelques histoires au sein même du PNF. Merci d'être là avec nous. Alors, si on pose la question directement, Maître Leclerc, qu'est-ce qui s'est passé d'inquiétant pour la justice dans le cadre de cette affaire Sarkozy, dans le cadre de l'enquête préliminaire? Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant pour vous dans cette affaire? Vous avez été, je rappelle, en charge de ça juste avant de prendre votre retraite, puisque vous avez déposé une plainte à ce sujet. Alors, pour deux choses. D'abord, sur l'affaire des fadettes, je n'ai pas déposé une plainte, je saisis le tribunal civil, la première chambre du tribunal civil, d'un recours pour faire déclarer qu'il y avait là une faute lourde qui était un dysfonctionnement du service de justice. C'est-à-dire qu'au nom du bâtonnier et de l'ordre des avocats, je me suis adressé à la justice elle-même, c'est-à-dire à la chambre aussi, à la première chambre, enfin c'est le tribunal judiciaire de Paris, mais ce sera la première chambre du tribunal judiciaire de Paris qui va juger cette affaire, pour faire dire c'est une faute lourde. Donc, alors il s'agit de quoi? Il s'agit de dire que la surveillance des avocats, leur fadette, le fait que la police ait eu en main, le parquet aussi, mais la police d'abord ait eu en main, l'ensemble de leurs clients, à tous les avocats qui ont été surveillés. L'ensemble de leurs clients, qu'elle en ait suivi un certain nombre d'autres. Je n'entends pas dans le détail. Faire des géolocalisations, ce qui vient d'ailleurs d'être condamné dans une autre affaire par la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Et donc, là, à mon avis, c'est une faute. C'est une faute parce que c'est une atteinte au secret professionnel des avocats. Alors, je ne veux pas développer ça ici, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un élément qui entre dans une crise de la justice. Mais cette crise de la justice, aujourd'hui, moi, j'ai été 65 ans avocat à Paris. Il y a 65 ans que je la connais. Et quand j'ai fait des études historiques sur ce sujet, je peux dire qu'il y a 2 siècles que la justice est en crise. La justice est en crise pour des raisons en grande partie de budget de la justice d'ailleurs. On n'arrive pas à la réformer. On va en parler avant de vous donner la parole, Katia Dubreuil. Marc Le Plongeon, pour qu'on comprenne bien dans cette affaire, quel est le problème avec le PNF? Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Et est-ce que certains ont eu raison de voir dans cette affaire une forme d'acharnement judiciaire? Alors, tout le travail que j'essaie de mener au Point depuis plusieurs mois, c'était de savoir s'il y avait ou non une façon d'objectiver l'acharnement judiciaire dont se dit victime Nicolas Sarkozy. Il faut savoir que dans cette affaire, pour comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière. On a une information judiciaire dans laquelle il y a des écoutes téléphoniques d'avocats, et ces écoutes téléphoniques vont entraîner le renvoi de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog pour corruption et trafic d'influence. Moi, ce que j'ai révélé dans le Point ensuite, c'est qu'il y avait eu parallèlement à ça une enquête préliminaire, c'est-à-dire que le cadre juridique est très différent, puisque dans le cas d'une information judiciaire, les avocats peuvent avoir accès au dossier, se défendre et faire valoir le principe du contradictoire et des droits de la défense. Dans une enquête préliminaire, ils ne sont pas au courant des actes qui sont menés. Et en fait, cette enquête préliminaire, elle va être menée pendant 6 ans. Elle va végéter pendant des mois entiers sans qu'il y ait le moindre acte d'enquête mené. Et il va y avoir un certain nombre de fadettes d'avocats, c'est-à-dire les factures détaillées des téléphones des avocats proches de Nicolas Sarkozy ou de son avocat, qui vont être épluchées par les enquêteurs de manière à trouver une éventuelle taupe dans l'appareil judiciaire français à même de renseigner Nicolas Sarkozy sur des procédures judiciaires en cours.
cours. Ça, je vais le raconter, et je vais raconter que tout ça a lieu en parallèle total de l'information judiciaire qui, elle, est bien connue de toutes les parties. Et ensuite, ça, c'est les révélations de la semaine dernière, il y a une information judiciaire, une enquête préliminaire, et enfin, il y a la propre enquête d'un procureur au parquet national financier qui va en réalité soupçonner sa chef, Éliane Houlette, qui est la patronne du PNF, d'avoir rencardé Nicolas Sarkozy, d'avoir involontairement dit à Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute. Et le problème, c'est que ce procureur, il va mener un certain nombre d'investigations qu'il ne va pas coter en procédure, qu'il ne va pas verser ni à l'enquête préliminaire, ni en faire part au juge d'instruction dans la formation judiciaire. Et là, on est dans un flou artistique le plus total. Ketia Dubreuil, est-ce qu'il y a un problème de responsabilité des magistrats ? Éric Dupond-Moretti a parlé de ça, il dit l'indépendance c'est bien, mais ça n'empêche pas la responsabilité. Est-ce que vous êtes quand même interpellé par ce genre de choses? Est-ce que vous trouvez ça normal? Écoutez, là, Est-ce que la justice est malade de ce genre de choses? Non, je ne pense pas. On a évoqué beaucoup de choses qui sont des sujets très différents les uns des autres. Sur la question, il y a, si vous voulez, les textes applicables en France. Il y a la question de la proportionnalité des actes d'enquête. Cette proportionnalité des actes d'enquête, elle peut toujours être contestée. Et je peux entendre que Maître Leclerc indique que le fait de regarder les fadettes des avocats, ça doit être encadré. Effectivement, s'attache aux correspondances des avocats, les droits de la défense. Donc c'est un principe fondamental en démocratie que les droits de la défense doivent être protégés. Ce n'est pas non plus un principe auquel il ne peut pas être porté atteinte. Souvent, les principes, il y a des exceptions, et notamment, s'il y a une enquête judiciaire et qu'un avocat, par exemple, est mis en cause, on doit pouvoir aller effectivement regarder un certain nombre de choses. Donc, il n'y a aucun principe intangible, et le tout est une question d'équilibre, de conciliation entre différents principes. Quand on a dit que les fadettes, c'était un scandale, alors je sais que c'est ce que pense Maître Leclerc, mais il faut bien voir que la loi n'encadre absolument pas l'examen des fadettes des avocats. Donc ça n'empêche pas les fautes. C'est un problème peut-être qu'il faut y remédier. Et le garde des Sceaux veut y remédier. Et le garde des Sceaux veut y remédier. Et nous, dès que cette affaire a été effectivement mise sur la place publique, nous avons dit effectivement peut-être qu'il faut regarder pour les fadettes des avocats pour mieux protéger le secret professionnel. Entre cela et venir accuser les magistrats de commettre des fautes, d'être dans l'acharnement, etc., il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Et on est toujours prompt à venir accuser la justice, précisément dans ces affaires de corruption. Parce qu'il faut savoir que quand même, dans toutes les autres affaires qui touchent le quidam moyen, qui passent en comparution immédiate, qui prend des peines d'emprisonnement ferme directement après sa garde à vue, et pour lequel tous ces citoyens pour lesquels on a depuis des années réformer la procédure pénale toujours dans le sens d'un déséquilibre entre les droits de la défense et la possibilité de faire des actes d'enquête intrusifs et coercitifs, eh bien là, pour le coup, ça fait des années que les législateurs votent des lois, que le gouvernement propose des lois qui déséquilibrent la procédure pénale. Et bizarrement, ce n'est pas pour le quidam moyen qu'on va se dire « Ouh là là, mais on a porté atteinte à des libertés, à des droits fondamentaux, etc. » Ça, non. Par contre, dans les affaires de corruption extrêmement sensibles et qui touchent un certain nombre de personnalités, là, on va venir mettre la justice en accusation. Il faut savoir que la justice, elle ne fait qu'appliquer, en l'occurrence, les lois votées par le législateur. Et c'est une volonté depuis des années de rendre le parquet toujours plus puissant, de lui donner toujours plus de pouvoir, de réduire l'instruction. Le nombre d'instructions a beaucoup diminué ces dernières années. Effectivement, à l'instruction, il y a une procédure contradictoire qui devient de plus en plus... il y a de moins en moins d'instructions dans notre pays actuellement. Vous le savez très bien sur les principes d'égalité que vous exprimez là et sur même le fonctionnement général de la justice, je ne suis pas loin de penser ce que vous pensez. Mais je pense effectivement que... pour l'instant, je ne parle pas du procès Sarkozy. Je parle uniquement de ce problème dont j'ai été personnellement saisi. Et le problème, c'est, vous parliez de proportionnalité. Le problème est de savoir si, alors bien entendu, tout ce qui n'est pas, la déclaration des droits de l'homme dit tout ce qui n'est pas interdit ne peut pas être défendu. Bon, d'accord. Mais le problème, c'est que nous avons quand même depuis des années des principes fondamentaux qui sont ceux de la Convention européenne ou ceux de la Charte de l'Union européenne, sur laquelle des juges prennent position. Et lorsque la France a été condamnée, par exemple, sur les écoutes téléphoniques, vous savez qu'elles n'étaient pas réglementées en France. En 1990, les écoutes n'étaient pas réglementées. L'une des questions qui se pose, je pose la question à tous les trois, c'est celle ce qu'on appelle les filets dérivants, c'est-à-dire qu'on écoute des gens. Absolument. Et si on les écoute pendant des mois, on va trouver des histoires. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table peut se dire, moi je n'ai rien à craindre d'être écouté pendant 6 mois. Je ne suis pas à dire que les avocats sont au-dessus des lois, bien entendu. Il faut protéger les droits de la défense. Mais il y a un principe qui est quelque chose auquel je me suis heurté toute ma vie.
Combien de fois j'ai rencontré cela? C'est-à-dire des juges d'instruction qui, n'ayant pas suffisamment d'informations, faisaient une écoute. Alors, ils n'ordonnaient pas une écoute de l'avocat. Ils donnaient une écoute de celui qu'ils avaient poursuivi. Et bien entendu, ils ramassaient les entretiens qu'il a eus avec son avocat. Je l'ai fait annuler quelques fois, très rarement. Et bien là, il y a un problème qui est un problème fondamental et il faut réglementer cela. Il faut organiser cela. Les avocats n'ont pas de protection particulière, mais ceux qui se font confiance à un avocat sont protégés. La conversation entre un avocat et son client doit être totalement protégée. Sans ça, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de droit de la défense. Au syndicat de la magistrature, on propose que les écoutes sur les avocats soient subordonnées au fait qu'il y ait des indices contre l'avocat. La ligne d'un avocat. Attention, donc par on est, par exemple... à l'écoute. Pas le Oui, filet bien sûr, dérivant. bien sûr. Mais on propose que ce soit pas si le fait l'avocat... qu'on fait et qu'on va trouver Je viens de vous dire que nous proposons la réforme de la justice... Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti a proposé par exemple de raccourcir les enquêtes préliminaires, de renforcer les droits de la défense. Est-ce que c'est substantiel ou pas, Marc ? Oui, alors ce que propose Éric Dupond-Moretti, c'est d'abord de limiter dans le temps les enquêtes préliminaires, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles ne puissent plus durer plus de 2 ans avec 1 année en option sur autorisation du procureur. Et au-delà de ce délai, soit on ouvre une information judiciaire confiée à un juge, soit on renvoie devant un tribunal, soit on abandonne les poursuites. Il a aussi proposé tout un tas de réformes qui visent à mieux encadrer le secret professionnel des avocats et notamment à rendre plus difficile d'éventuelles interceptions téléphoniques des cabinets d'avocats, l'épluchage de factures détaillées de ces mêmes avocats. Et il veut, par exemple, faire en sorte que l'on ne puisse plus mettre sur écoute un avocat, qu'un procureur ne puisse plus le faire sans avoir l'avis d'un juge tiers, ce qui pourrait être en l'occurrence le juge des libertés et de la détention. Ce sont des mesures qui font actuellement encore beaucoup débat et la Conférence nationale des procureurs d'ailleurs a dit que c'était absolument hors de question à son sens de légiférer là-dessus puisque ça concernait que quelques enquêtes parmi les plus médiatisées et qui touchent effectivement souvent bien sûr des gens de pouvoir et que sur le million d'enquêtes qu'il y avait à côté, il n'y avait absolument aucun impact. Ils ont ajouté que c'était une loi de pure circonstance, c'est-à-dire que évidemment Éric Dupond-Moretti, et on est obligé de le remarquer, choisit de légiférer 3 jours après la condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Or, la loi qu'il va essayer de faire passer, aurait empêché de facto les procureurs de lancer de telles fadettes. Vous savez... Oui, allez-y, maître. Non, excusez-moi. Là aussi, nous avons un problème. Moi, je pense que c'est un problème de la structure générale de notre système judiciaire qui est en cause. Moi, j'ai participé pendant 2 ans à une commission où il y avait les plus hauts magistrats de France, les professeurs de plus haut niveau, les conseillers d'État et les meilleurs, Bréban et l'autre, etc. C'est la commission d'Elmas Marty. Nous avons fait un travail considérable de proposition de réforme de la justice. Tout à fait. Le rapport a été envoyé aux oubliettes pour une première raison, c'est que ça coûtait trop cher. Bon, c'est ce que nous a dit M. Arpaillange. Bon, alors, et il y en a d'autres. Moi, j'ai participé à des tas de commissions. Il y a eu des propositions, il y a eu un certain nombre de choses. Il y avait toujours des magistrats dans ces commissions. On faisait des propositions. Il faut réformer complètement notre système. Le problème du statut du parquet n'est toujours pas réglé. Absolument. Ce que vous dites, maître, c'est que cette loi qui a quand même pour objectif de rétablir la confiance des citoyens à leur justice, qui n'est pas quand même un maigre objectif, finalement, elle contient quoi, quelques mesurettes. Il faut qu'elle soit plus ample. Et je crois malheureusement qu'il est trop tard pour la faire dans ce quinquennat. Mais, ceci étant, je crois vraiment qu'il faut que nous attaquions, mais je vous dis, ça fait 2 siècles qu'on en parle, à la structure même de notre système judiciaire. Il faut le faire courageusement, et là, il faut qu'il y ait un président de la République et une majorité parlementaire qui ait le courage de le faire. Avec l'accord de tout le monde, d'ailleurs. Je partage ce qui est dit par Maître Leclerc, et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer faire une loi qui soit autre chose qu'une loi de mesurettes en faisant travailler une commission pendant 1 mois. La commission Mattei, nous, on a souhaité être entendus parce qu'on voulait faire des propositions, parce qu'on veut que des choses évoluent. Mais comment voulez-vous qu'en 1 mois, des magistrats et des avocats puissent, alors que dès qu'on touche à des équilibres de la procédure pénale, c'est tout le système qu'il faut revoir. Il y a des préalables structurels qui sont nécessaires à la réforme de la justice, les moyens, évidemment, le nombre de magistrats, le statut du parquet, la question de la direction d'enquête par les magistrats, des policiers, la question de l'indépendance de la justice, tous ces préalables-là n'existent pas. Pardon, vous parlez d'indépendance de la justice, mais est-ce que
l'indépendance, elle vient aussi avec une responsabilité, c'est ce que dit Dupond-Moretti. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de politisation, c'est évoqué par beaucoup de gens, Je vois pas de le la rapport. justice Là. française? Vous pouvez mélanger plein de sujets. Bah, Responsabilité, politisation, c'est quoi votre question? l'indépendance, on dit de l'indépendance de la justice, très bien, mais si les juges sont politisés, il y a quand même un soupçon qui Alors est évoqué ça vous assez parlait de la souvent. question de l'impartialité, du coup. Mais C'est pas le même justement, concept. Ce qui se La pose question de actuellement, c'est pas l'impartialité. tellement l'indépendance de la justice, d'ailleurs. Ah si, il y a les deux. Je pense pas non, c'est bien sûr, elle Je se pose pense. toujours. Oui. Mais ceci étant, je ne pense pas que quelqu'un dise que la décision qui vient d'être redue dans l'affaire Sarkozy l'a été sur ordre du pouvoir. Je crois Non, pas. non, bien Mais sûr. ce qui se pose, effectivement, contre, c'est le ce qu'on dit, problème de c'est que l'impartialité. le C'est le parquet problème qui a- de l'exactitude des motifs juridiques Voilà, qui ont le été parquet qui a retenus. commencé Est-ce que ces l'enquête. juges ne se sont pas trompés? C'est possible, c'est pour ça qu'on a Alors, inventé je vais les vous cours laisser d'appel. Alors, répondre, mais je voudrais qu'on si regarde les quand même juges- la réponse d'Éric Dupond-Moretti. Après, je vous laisse la parole, premier, Katia Dubreuil. Très bien. Parce que, justement, dans cette interview accordée au Point, vous lui posez la question, la justice serait-elle devenue politique? Et on va regarder ce qu'il répond le garde des Sceaux. Non, je ne le crois pas. Il n'y a pas une équipe de juges de gauche qui se concerte pour s'en prendre à des gens de droite et inversement. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais, dit-il, les citoyens pensent que la justice a un rapport particulier avec les politiques. Le monde politique, dans son ensemble, oui. D'accord. Comment vous réagissez à Breuil. ces propos? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le principe de l'impartialité, c'est très différent. Enfin, ce qu'on entend là ces derniers jours, ces attaques contre la justice qui seraient dans l'acharnement, etc., ça signifie qu'en fait, le parquet qui a commencé l'enquête sur cette affaire, puis le juge d'instruction, les juges d'instruction qui ont été saisis, puis la chambre de l'instruction qui a statué sur des appels pendant l'instruction faits par les parties, puis le parquet à nouveau qui a requis par rapport au renvoi du dossier devant le tribunal correctionnel, le parquet qui a requis à l'audience, les 3 magistrats à l'audience étaient tous de concert pour s'acharner contre une personne. Vous savez, Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. mais pardon, il y a quand même C'est ça la question. Est-ce que d'ailleurs. vous ne traînez pas, je dis vous, les magistrats en général, le syndicat de magistrature, toujours l'histoire du mur des cons, sur lequel figurait d'ailleurs Nicolas Sarkozy, c'était en 2013. Ouais. Marc Ça a révélé un truc Alexandre, incroyable. Marc Ça a révélé un Leplongeon. truc incroyable, c'est que les magistrats ont des idées politiques. Ils votent. Ils sont de droite ou de gauche. C'est vrai que c'était un scoop incroyable parce qu'on pensait que finalement ils n'avaient pas de sexe, pas d'idées, pas d'opinion, rien du tout. Non, ça n'a aucun sens par rapport à la question de l'impartialité, si vous voulez. Bah, L'impartialité, quand même, c'est l'essence. Non mais Il y a une l'impartialité, condamnation c'est d'ailleurs, il y a eu une l'essence de nos condamnation fonctions. judiciaire. Quand on juge, et on a des règles par ailleurs, vous semblez dire que la responsabilité n'existe pas, il y a plein de règles. Chaque année, il y a des enquêtes administratives contre des magistrats et personne ne s'en plaint habituellement, sauf quand c'est fait pour des mauvaises raisons, comme c'est le cas ces derniers mois. Chaque année, il y a des magistrats qui sont condamnés. C'est d'ailleurs ce qui Bah, a... c'est-à-dire, Ça n'aboutit jamais, c'est ça, Marc. on est 8500 magistrats en France. Chaque année, il y a au moins 5 ou 6 enquêtes administratives. Et le nombre de procédures disciplinaires qui aboutissent à des sanctions, c'est de l'ordre aussi de 5 par an. Oui, C'est pas, bon. par rapport au nombre de magistrats, c'est pas non Mais plus. Emmanuel le Macron néant. veut rouvrir d'ailleurs le dossier de Non, la mais d'ailleurs- responsabilité Oui, non, mais des on peut magistrats. réfléchir à la Il a demandé au responsabilité. Conseil supérieur de la magistrature de rendre un avis sur le sujet. Je vois Indépendamment de ça, les juges ne sont pas exclus de la société. Les juges peuvent avoir pensé Exactement, à ça. au contraire, Ils peuvent penser c'est à un certain important. nombre de choses. Et il y a, vous le savez très bien, dans l'examen d'un dossier, il y a quelquefois des regards différents. Moi, je n'ai jamais prétendu qu'un juge était forcément de mauvaise foi quand il me rendait une décision contraire à ce que je pensais. Mais je lui demande de ne pas penser que moi, je suis de mauvaise foi. Ça, c'est Alors, pardon. très important, Vous vous avez raison. comprenez. Et en ça, fait, il y a les règles qui permettent d'assurer aussi l'impartialité de la justice, c'est les règles qui sont cassées depuis des Oui, mais années. enfin, attendez. C'est la collégialité, C'est- c'est les voies de recours. c'est surtout les voies de recours. Voilà. Cette affaire Sarkozy, bon, il n'y a pas de mesure provisoire, donc nous sommes tous dans l'attente de la Cour d'appel. Bien sûr. Il ne faudrait pas, dans cette affaire, que l'affrontement violent qu'il y a actuellement amène les magistrats de la Cour d'appel à avoir un réflexe personnel, humain, mais qui serait un réflexe de protection des magistrats. Et dans les discussions qu'on peut avoir actuellement, c'est attention, il va falloir que la Cour d'appel soit particulièrement sereine dans cette affaire. Alors, voilà, c'est tout. Et Marc. Tant d'ailleurs sur le principe de la culpabilité, qui est fondé là essentiellement peine. sur les écoutes téléphoniques, je viens de dire le jugement, bon, sur le principe de la culpabilité que sur la peine. Sur les Marc, 2 en un mot. points, il faut souhaiter que les magistrats de la Cour d'appel soient particulièrement sereins, et ils vont avoir du mal, compte tenu de la violence Ce de serait ce bien qui se qu'on passe puisse actuellement. juger ces affaires sereinement. Marc, Ce serait Marc, en un mot. une très bonne chose. Ça va être très très dur, mais je pense qu'on n'arrivera jamais, la justice française n'arrivera jamais à juger ce type d'affaires sans une réforme en profondeur de notre système. Il faut comprendre la genèse de ce qui est... On a une institution qui est le parquet national financier, qui est une institution
jeune, qui est une belle institution qui fonctionne bien, qui ramène beaucoup, etc. Bien sûr, et c'est important de le souligner. En revanche, c'est une institution à qui on a promis l'indépendance dès la création, qui ne l'a jamais eue, qui est créée à la suite d'un scandale politique et qui est créée par un parti politique. C'était l'affaire Cahuzac. Tout à fait. Et il faut le dire parce qu'après, on a une justice qui doit être impartiale, mais qui doit en renvoyer l'image. À côté de ça, on a des juges d'instruction qui sont saisis, parfois par parquet, pour ouvrir une information judiciaire. Et on a seulement une demi-douzaine de juges d'instruction qui vont se retrouver avec la quasi-totalité des affaires les plus sensibles. Donc on a un parquet qui centralise les affaires les plus sensibles, qui touchent à tous les politiques, qui touchent à tous les hommes d'affaires, sans avoir aucune garantie d'indépendance. Et on a à côté de ça une poignée de juges qui récoltent toutes ces affaires-là. Mais alors, comment voulez-vous que le citoyen, quand il regarde ça, il n'ait pas un sentiment depuis des années sur le problème de la justice antiterroriste. Oui, la justice c'est que j'ai toujours dit, un parquet antiterroriste, c'est concevable, mais le fait qu'il y ait un nombre réduit de juges, après tout, le juge, il a besoin d'avoir une distance. Pardon. Voilà. Donc c'est pareil. Je voudrais rapidement, avant qu'on termine, faire un petit tour de table. Est-ce que dans les réformes, si on pense à des réformes, renversantes, est-ce que le système de l'élection des juges qui est aux États-Unis vous paraît absurde ou pas ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait régler la situation ? Ils seraient indépendants élus ? Non. Non, vous n'êtes pas pour ? C'est une chose dont on parle depuis 2 siècles aussi. Mais tour de table rapide sur le sujet. Les Américains, les juges sont élus. Est-ce que la justice américaine est meilleure que la justice française ? Je n'en suis pas sûr. Car les critiques que nous faisons à la justice française, ce ne sont pas des critiques comme un certain nombre. Vous voudriez que ce soit comme aux États-Unis ? Non. Non, la justice américaine a des tares aussi, des tares considérables. Quoi qu'on vient de voir, que même les juges fédéraux nommés par Trump avaient tous pris des positions qui étaient des positions très indépendantes. Alors, c'est ça, elle n'est pas meilleure, mais est-ce qu'elle est moins bonne pour autant ? Moi, je n'ai pas dit qu'elle était moins bonne, j'ai dit qu'elle était différente. Mais en tout cas, c'est tellement contraire à notre tradition. Ouais, vous vouliez vous présenter une élection en dehors du vote syndical. Mais ceci étant... Non, je pense que réellement, en fait, en France, on a du mal à sortir de l'idée que la légitimité ne peut tenir que de l'élection. Et c'est d'ailleurs un des vrais problèmes qui fait que les citoyens, et peut-être dans le débat public, et même les politiques, ont du mal à accepter la question de la légitimité de la justice, parce que soit on est enfermé un peu suite à la Révolution française, tout ça est historique, dans l'idée qu'il y a le suffrage universel, on élit nos représentants, ils votent, ils ont la légitimité démocratique, et le juge, il n'a aucune légitimité, donc il doit être la bouche de la loi. En réalité, le juge, il a une légitimité qui tient effectivement à son impartialité, mais surtout au fait que depuis des années, des siècles maintenant, vous avez des plaideurs, des citoyens qui viennent devant la justice, et c'est ce qu'on apprend sur les facs de droit, sur les bancs de la fac de droit, c'est que vous avez la justice qui interprète la norme, qui l'applique à des cas particuliers et qui parfois sent aussi les évolutions de la société et dans ses décisions le fait entrer. Ou fait aussi entrer aujourd'hui et depuis maintenant plusieurs années les principes fondamentaux que vous évoquiez tout à l'heure, Maître Leclerc, donc la Cour européenne des droits de l'homme dégage des principes, le juge peut écarter une norme nationale qui serait contraire à ces principes de la CEDH, et donc petit à petit se cristallise un certain nombre de principes fondamentaux que les juges appliquent, qu'ils appliquent quand même largement. Enfin, en tout cas, la CEDH, par exemple, ça a fait évoluer. C'est parce que les juges ont dit on ne peut pas reporter l'avocat en garde à vue comme c'est prévu dans notre loi parce que la CEDH l'interdit. Donc nous, on va faire venir l'avocat tout de suite, que la Cour de cassation a dit oui, en effet, et que du coup, le législateur a dû modifier la loi. Donc le juge fait progresser les droits continuellement. Et c'est ça c'est parce que les citoyens viennent plaider devant lui. C'est ça la légitimité. Cette réforme de la justice, elle sera présentée normalement au printemps. On aura l'occasion d'en débattre, même si on a bien compris que d'après tous les trois, elle sera largement un mot quand même, sur lequel nous allons être d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un projet que je trouve particulièrement blâmable, c'est le projet de suppression des crédits de réduction de peine. Le clamer haut et fort. Merci beaucoup à tous les trois. À dimanche prochain, le point des idées tous les dimanches sur LCI. Salut Étienne.